Depuis la Terre, on peut voir Vénus scintiller dans le ciel de l'aube ou du crépuscule, comme une étoile. Il est certain qu'elle ne fait pas tapisserie. Et si elle brille autant dans notre ciel, ce n'est pas seulement parce qu'elle est la planète la plus proche de nous, c'est parce qu'elle est la plus réfléchissante. En effet, Vénus est entièrement couverte de nuages réfléchissants et brillants. 80% de la lumière solaire est reflétée par les nuages qui enveloppent la planète. Pourtant, même dans les nuages, Vénus montre son mauvais caractère. On sait que les nuages de Vénus se composent d'acide sulfurique, analogue à celui d'une batterie de voiture. Cet acide sulfurique provient du dioxyde de soufre expulsé par les volcans. Tout comme son cousin le dioxyde de carbone ou CO2, la pression gazeuse pousse le dioxyde de soufre vers la surface, à travers les cheminées volcaniques. C'est ce même gaz que le chimiste Jeff Sutton observe attentivement sur le volcan Kilauea à Hawaï. Ces gaz, et plus particulièrement le dioxyde de soufre, sont toxiques. C'est pourquoi nous portons des masques pour protéger nos poumons et nos voies respiratoires. En effet, en se combinant avec l'humidité du nez et de la gorge, le dioxyde de soufre forme de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique est très nocif. On ne s'asperge pas d'acide de batterie, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, ce serait une mauvaise idée de plonger la main dans les nuages de Vénus. En admettant qu'un voyageur sur Vénus survive aux nuages acides, aux éclairs, à l'air toxique et à la chaleur, à quoi ressemblerait le sol vénusien? Le vulcanologue Jeff Burns, de l'Institut de surveillance géologique des États-Unis, arpente le globe pour tenter de comprendre ce qui anime l'activité volcanique des planètes intérieures. Pour imaginer la surface de Vénus, Burns pense aux champs de lave désertique du Kilauea sur la grande île d'Hawaï. C'est très instructif de venir étudier ce volcan et de comparer avec le volcanisme de Vénus. Ici, on est vraiment sur le terrain et on peut étudier ça de près. On peut prélever des échantillons et les regarder en détail. Les géologues pensent que le nombre de volcans sur Vénus dépasse nettement les quelques 1500 que nous avons sur Terre. Les estimations vont d'une centaine de milliers à plus d'1 million d'éléments volcaniques sur Vénus. Avec autant de volcans, la pierre de lave représente 70% du sol vénusien, tout comme l'essentiel de la roche du Kilauea. Le sol se solidifie quand la lave refroidit, pour former de la roche dure. Le fait de disposer de ce type de roche sur Terre nous permet de procéder par analogie et de comprendre les roches des autres planètes. Les roches basaltiques sont ce qui ressemble le plus aux plaines vénusiennes. Le basalte est un type de pierre de lave que l'on trouve sur Vénus et dans tout le système solaire interne. Les minéraux se figent sous forme de verre et de petits cristaux, changeant ainsi totalement d'aspect par rapport à la lave telle qu'elle surgit du volcan. La lave en fusion sur le sol est incandescente et de couleur rouge. Puis elle se couvre rapidement d'un voile argenté. Et en l'espace de quelques semaines, elle devient noire, tout comme la lave ici autour de moi. À 8000 mètres d'altitude, le Maat Mons est le plus grand volcan de Vénus. Il a laissé dans son sillage d'immenses coulées de lave, tout comme le Kilauea. Quand on observe cette disposition, on voit des levées de matière des deux côtés, ainsi que des structures internes. C'est peut-être comparable à la formation des vastes canaux qui se sont creusés à la surface de Vénus. À une échelle beaucoup plus grande, cela dit. Et ils ont créé des champs infinis de canaux dans le paysage vénusien. D'une largeur et d'une profondeur constantes, les canaux sont nettement plus longs sur Vénus qu'à Hawaï, du fait des conditions environnementales de la planète. La densité de l'atmosphère et les températures élevées
empêche le magma de refroidir pour former de la roche. Et comme il n'y a ni vent ni pluie pour refroidir le magma, la lave peut user le sol durant des mois après une éruption avant de se solidifier. Sur Vénus, on devrait trouver des couches et des couches de roches volcaniques plutôt noires et de composition basaltique. On devrait voir des taches provenant de fer qui se seraient oxydées et qui seraient donc de couleur rouge. D'ordinaire, les coulées de lave basaltique sont coupantes comme du verre et l'on risque de se blesser en le manipulant. Elles deviennent vitreuses en refroidissant. Et puis, il y a le ciel. Cette couche nuageuse diffuse l'essentiel de la lumière directe. Sur Vénus, les jours doivent être beaucoup moins clairs qu'ici sur Terre. En particulier parce que la lumière est très uniformément répartie. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'ombre. La surface est éclairée de façon assez égale. À cela s'ajoute la composition de l'atmosphère, qui fait que tout doit avoir une teinte orangée. Outre les canyons, des chaînes de montagnes déchiquetées déchirent le ciel vénusien. Le mont Maxwell est le point culminant de la planète. Maxwell fait environ 11 000 mètres d'altitude. Donc il dépasse facilement n'importe quel de nos sommets. L'Everest, qui fait 8 850 mètres, est largement battu. Il est plus grand que tout ce que nous avons sur Terre. Notre planète sœur semble l'avoir emporté sur l'une des merveilles de notre monde. Mais comment est le sol vénusien par rapport à une autre caractéristique géologique de la Terre, les canyons? Le Grand Canyon, que la rivière du Colorado a creusé au fil de 250 millions d'années. En se soulevant il y a des millions d'années, le plateau du Colorado a donné aux eaux plus d'énergie pour éroder la roche et creuser le canyon. Les vastes canyons vénusiens ont peut-être eux aussi été formés par l'érosion, mais pas celle d'une rivière. Les systèmes volcaniques peuvent entraîner une érosion, car les coulées de lave sont très fluides. Les matériaux peu visqueux peuvent éroder comme le fait l'eau. Certes, le Grand Canyon ne constitue qu'une partie du système fluvial du Colorado, mais on est quand même très loin de l'ordre de grandeur du plus long canal sur Vénus. Si les Romains avaient connu ces volcans, ces nuages acides, ces éclairs, son air irrespirable et ses températures insupportables, peut-être auraient-ils choisi pour nommer notre planète jumelle une autre déesse que celle de la beauté et de l'amour. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans, parce que bien sûr les Grecs et les Romains ignoraient tout des conditions qui règnent sur Vénus. Et nous voici 2000 ans plus tard en train de faire l'état des lieux, et ce n'est pas aussi joli. Mais les dangers qui hantent notre planète sœur ne sont rien comparés à la violence de Mercure. À 80 millions de kilomètres de la Terre, les collines poussiéreuses et les plaines vides de Mercure s'étendent à perte de vue. C'est une masse délavée. Elle n'a pas vraiment de couleur comme Mars, la Terre ou Vénus par exemple. Le docteur Robert Strom, du laboratoire de l'Université d'Arizona, fait autorité en matière de géologie planétaire depuis plus de 35 ans. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et elle ne ressemble à rien d'autre dans le système solaire. À 60 millions de kilomètres du Soleil,
Mercure est la planète la plus proche de l'astre solaire. Cette planète n'a pas de lune connue. Elle n'a pas d'atmosphère. Et elle est visible à l'œil nu depuis la Terre, entre chien et loup. Avec un diamètre de 60% plus petit que celui de la Terre, Mercure est la planète la plus menue du système solaire. Bien trop petite pour produire le champ gravitationnel qui lui permettrait de retenir une atmosphère. La gravité est proportionnelle à la masse d'un objet. Plus la masse est importante, plus il y a de gravité. Celle de Mercure est donc très faible. Étant donné la faible gravité de cette planète, en admettant que vous pesiez 68 kg sur Terre, vous n'en feriez que 26 sur Mercure. La taille d'une planète est importante quand il s'agit de la chaleur interne nécessaire au maintien de l'activité géologique. Les courants de convection interne à l'origine de la géologie s'arrêtent. D'une manière générale, la planète se fige et il n'y a plus moyen de maintenir cette activité géologique. C'est ce qui s'est produit sur Mercure il y a bien longtemps, sans doute alors qu'elle avait moins d'1 milliard d'années. Il est bien loin le temps où Mercure était capable de générer des tremblements volcaniques et tectoniques. Mercure est-elle une planète morte? Cela dépend de ce qu'on entend par mort. A-t-elle une activité interne? Probablement pas. Elle est sans doute totalement inactive. Au fond, c'est une planète morte, et ce depuis 4 milliards d'années environ. Pour une planète pratiquement morte, Mercure est encore assez agité. Les Romains lui avaient donné le nom de leur messager au pied léger. Mercure fait le tour du Soleil en 88 jours, ce qui en fait la plus rapide de toutes les planètes. Mais pour tourner sur son axe, elle détient le record de lenteur. Il lui faut quelque chose comme 180 jours, soit à peu près 6 mois. La force gravitationnelle du Soleil crée une friction de marée au sein de Mercure, entraînant une dissipation de sa vitesse lorsque la planète tourne sur son axe. C'est-à-dire que sur Mercure, les années sont plus courtes que les jours. Et cette rotation paresseuse confère à Mercure une météo un peu spéciale. 6 mois durant, la face exposée au Soleil dépasse les 400 degrés Celsius. Tandis que de l'autre côté, la température chute à 150 degrés Celsius en dessous de zéro. Il lui faut longtemps pour réchauffer sa face ensoleillée et autant pour refroidir l'autre. Les différences de température sont donc extrêmes. En dépit de sa proximité avec le Soleil, Mercure fait un peu figure de mouton noir dans la famille planétaire. Son ciel ne semble connaître que les nuits étoilées. Le ciel y est toujours sombre. Si nous avons du ciel bleu sur Terre, c'est à cause de notre atmosphère. L'azote disperse la lumière avec une prédilection pour les tons de bleu. Voilà pourquoi chez nous le ciel est bleu. Et c'est parce que Mercure n'a pas d'atmosphère que son ciel est sombre. D'après la légende, c'est Mercure, le dieu romain, qui a inventé la boxe. Et s'il est une planète qui s'est taillé la part du lion sur le ring, c'est bien Mercure. Comme elle n'a pas d'atmosphère pour la protéger, des millions de météores et d'astéroïdes ont explosé à sa surface. Notre atmosphère préserve la Terre de la plupart des impacts à la manière d'un champ de force. Quand un petit objet se précipite sur elle, généralement 10 fois plus vite qu'une balle de revolver, la collision avec les molécules d'air le transforme en gaz. La Terre est protégée des petits impacts par cette chose extraordinaire que nous appelons l'atmosphère. Quant aux objets plus petits encore, ces forces les auront complètement détruits bien avant qu'ils ne touchent la surface géologique de notre planète.